Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de la cité de l'Union africaine où s'est tenue la 45e réunion du Conseil des ministres. La recrudescence de l'insécurité à Kinshasa et les mesures édictées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour combattre la criminalité qui a élu domicile dans la capitale congolaise. C'est l'un des points qui a constitué le compte rendu du Conseil des ministres. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, nous en parle dans cet extrait. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. De la province du Nord Kivu vient de lancer l'atelier d'évaluation de l'état d'avancement des piliers du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS en sigle pendant la période allant de 2022 à nos jours, et c'est là dans la province du Nord Kivu. C'était en présence du coordonnateur de cette structure, nous dit Peggy Mukunda. Toute une journée de réflexion pour discuter et échanger en long et en large au cours de l'atelier de diagnostic du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans la province du Nord Kivu. Les chefs d'antenne du PDDRCS, les acteurs locaux et autres parties prenantes se sont fixés rendez-vous pour évaluer les actions déjà menées dans le cadre du programme afin de les adapter aux besoins réels de la population et pour une meilleure prise en compte du contexte actuel dans la province du Nord Kivu. Une étape décisive pour un engagement durable vers le développement. L'évaluation qui s'ouvre aujourd'hui doit nous permettre d'examiner avec rigueur et objectivité les résultats obtenus. Les patrons du PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Tangatita, revenu sur l'objectif de cet atelier est clair: analyser en profondeur les défis, les besoins, les attentes et les potentialités de la mise en œuvre du PDDRCS dans les contextes précis du Nord Kivu et de ses entités territoriales décentralisées.
Il ne s'agit pas seulement d'un exercice technique ou technocratique, mais d'un acte de vérité, de lucidité et de responsabilité face à la complexité de notre mission. Cet atelier sur l'état d'avancement du PDDRCS a également été marqué par la présentation du programme, l'expression des points de vue des autorités territoriales, sans oublier les recommandations formulées à l'issue de la rencontre. Ils ont appris la méthodologie de passation des marchés avec le secteur privé. Les agents et cadres de la réserve stratégique générale ont été outillés par des experts. Chimène Dondo nous fait le point. Pendant 15 jours, les agents et cadres de la réserve stratégique générale bénéficieront d'une formation sur les procédures de passation de marchés publics, animée par les experts de l'autorité de régulation de marchés publics. À la cérémonie d'ouverture, les coordonnateurs de la réserve stratégique générale, Mounumba Kach Serge, a souligné l'importance de cette formation. La réserve stratégique générale est un service spécialisé de la présidence de la République qui a pour mission principalement la promotion, le développement, la mise en œuvre de la vision du président de la République en matière de résilience et de souveraineté. Je tiens à remercier tout particulièrement le directeur général de l'ARMP pour son soutien dans le processus d'intégration et de mise à niveau de nos cadres et agents afin de les doter des compétences nécessaires sur les procédures des passations de marché public. S'inscrit pleinement dans la vision de transparence prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de gestion de la commande publique. Présent à la cérémonie, le directeur général de l'ARMP, Claude Mbaye, a précisé les objectifs de cette initiative. Le coordinateur de la réserve stratégique nous a consultés, nous a contactés pour venir justement installer la cellule et former toute une équipe en technique de passation de marché public. Hugues Dembolo, coordonnateur adjoint, a exhorté le participant à s'engager pleinement dans cette formation. Il suffit juste de débourser 140 000 francs congolais pour acheter un sac de maïs de 100 kilos en lieu et place de 240 000 francs congolais comme cela se faisait auparavant. Cette baisse a été constatée au marché de Kinshasa, Mbujima et Lubumbashi par le service du ministère de l'économie nationale. Les vendeurs et autres consommateurs saluent cette action salvatrice du gouvernement souminois par le truchement du ministre de l'économie, du ministère de l'économie dirigé par le VPM Moukoko Osamba. C'est un reportage de Rodé Panda. Le maïs, ces produits de grande consommation en RDC, enregistrent une baisse généralisée dans plusieurs marchés de Kinshasa de 25 à 50% de réduction. Constat fait par les journalistes présents sur le terrain sous l'œil vigilant des agents du ministère de l'économie nationale chargés de la réglementation des prix des biens de première nécessité et autres. Au marché de la Liberté, le sac de maïs de 100 kg est parti de 200 000 à 140 000 francs congolais, tandis que sur les négoces de Louise et Matete, c'est passé de 250 000 à 200 000 francs congolais. Et au marché Matadi Kibala, ravitaillé par le Congo central, la meurette se vend déjà à 3 000 francs contre 5 000 francs congolais la semaine dernière. L'abondance des maïs et la baisse des prix sont le fruit de la bonne politique insufflée par le ministère de l'économie nationale qui soutient les producteurs agricoles locaux. Le cas de cette embellie réalisée au parc agricole d'Nkwadi dans le Kasaï oriental qui a réalisé une récolte de 2 à 4 tonnes par hectare. La même baisse concerne aussi Mbujimaï et Lubumbashi. Les vendeurs et vendeuses de Kinshasa saluent cette action du gouvernement à travers le ministère de l'économie nationale avec cette baisse vertigineuse. Cette performance des producteurs locaux est capitalisée par le ministère de l'économie pour bien lutter contre la vie chère et stopper la dépendance de la RDC aux importations en farine de maïs.
Dirigée par le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la plénière du 6 juin 2025 à la Chambre haute du Parlement a examiné et adopté à l'unanimité la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2024 au 14 mars 2025. C'est un reportage de Janine Kalinga et Julio Mpiana. La synthèse des rapports des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2024 au 14 mars 2025 a été adoptée à l'unanimité par les sénateurs de la République au cours de l'Assemblée plénière du vendredi 6 juin dirigée par le président de la Chambre haute du Parlement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Conformément à l'article 240 du règlement intérieur du Sénat, les sénateurs ont dressé et déposé le rapport des vacances parlementaires auprès de leurs groupes provinciaux qui élaborent des synthèses provinciales des rapports. Chaque synthèse est adoptée par le groupe provincial avant sa transmission pour son intégration dans la synthèse nationale. Sur la base de ces synthèses provinciales, au cours de la séance plénière du jeudi 15 mai 2025, l'Assemblée plénière avait acté pour la composition d'une commission spéciale chargée d'élaborer une synthèse nationale de ces rapports des vacances parlementaires. Un délai de 7 jours ouvrables avait été imparti à celle-ci pour rendre la synthèse nationale. Et par sa décision du 27 mars 2025, le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kyenge avait formalisé la mise sur pied de la dite commission et nommé les membres qui la composent. Cette décision avait alors ouvert la voie à la commission dirigée par l'honorable rapporteur adjoint Jean-Claude Bayende pour tenir ses travaux depuis le 29 mai 2025. Dans la présentation de son rapport des travaux devant l'Assemblée plénière du Sénat, la Commission a mentionné l'apport considérable des experts de l'administration du Sénat et du personnel politique. La Commission a attiré l'attention des honorables sénateurs et sénatrices sur l'impératif d'assurer continuellement le suivi de l'exécution des multiples recommandations formulées dans la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires par leurs destinataires. Les débats qui ont suivi la présentation de ces rapports devant les sénateurs n'ont fait qu'enrichir ce document par des observations et recommandations de l'Assemblée plénière qui l'a adopté presque à l'unanimité. Cette synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires sera transmise au gouvernement et aux autres institutions de la République pour des réponses adaptées aux besoins de la population. Et puis cette ronde du ministre délégué à l'urbanisme en charge des politiques des villes dans certains coins de la capitale, Tengue Telito, a voulu s'imprégner des mots qui minent la ville capitale pour entrevoir des pistes de solutions. D'autres précisions dans ce reportage de Luisette Ntsakala et J.R. Kabamba. Kinshasa est en proie aux embouteillages et ses avenues, pour la plupart, sont encombrées par des véhicules qui stationnent mal avec certains conducteurs ne maîtrisant rien du code de la route. Le mercredi 4 juin 2025, un bus 207 avait en son bord un passager inhabituel. Il s'agit du ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique des villes. Tengue Telito a fait le trajet de Bandalungwa en passant par Kintambo Magasin et l'avenue Batetela à Gombe. Loin des rapports de ces structures, il était lui-même sur le terrain des opérations. Ces derniers temps, nous connaissons les grands problèmes au niveau des embouteillages, mais la chose la plus importante, c'est en connaître les causes. Comme vous avez pu le constater, dans certains endroits, nous avons 3 bandes, de l'autre côté 3 bandes, ils se rejoignent, ça devient une bande, et ça crée les problèmes que nous connaissons, les problèmes d'incivilité, de comportement. On a pu constater sur une centaine de véhicules qu'on a pu voir sur la route, et c'est surtout dans le cadre de la mobilité publique, parce que nous avons pu voir certaines villes, avec les problèmes de vie qui s'organisent, les problèmes de trafic, les problèmes de parking, les problèmes d'arrêt, les problèmes de tout ça, que nous avons pu constater. Donc nous calquons ces différents problèmes d'assortir en fait un plan de mobilité tel que nous avons déjà, mais qui doit être peaufiné, qui sera transmis au fait au niveau de son excellence Madame la Première ministre. Fort de tout ça, que nous apportons des pistes de solutions. Après cet itinéraire et cette expérience, le ministre Tengue entend proposer un plan de mobilité pour rendre la circulation fluide dans la ville capitale et dans les principales villes de la République démocratique du Congo.
En marge de la journée mondiale de la protection de l'environnement, la force du génie congolais pour l'avenir a décliné ses projets pour l'amélioration du cadre de la vie commun. Son initiateur génie Kande Mukendi a reçu la BTO Ilunga pour évoquer les sujets liés à l'assainissement de la ville de Mbujimayi ainsi que d'autres projets sociaux. Cédric Kenina. Faire de Mbujimayi une ville où il fait beau vivre. C'est l'objectif affiché par la FOGECA, Force du génie congolais pour l'avenir. Cette organisation non gouvernementale s'investit dans plusieurs secteurs du développement et la BTO Kaniki Ilunga du diocèse de Mbujimayi, en ce jour à Kinshasa pour échanger avec les premiers vice-présidents du Sénat, a tenu à en savoir un peu plus sur ces projets des hautes portées sociales et apporter par la suite sa contribution. Ces derniers ont longuement échangé avec l'initiateur de la FOGECA, Génie Kande Mukendi. Nous avons échangé en long et à large sur la situation actuelle de la province du Kasaï oriental, en particulier la ville de Mbujimayi, sur son assainissement. Il a un bon projet d'assainissement et il me l'a soumis et j'ose croire que je ne le laisserai pas seul. Je pourrais apporter aussi ma main dans un bref délai. Il m'a dit qu'il sera sur place en Mbujimayi pour monter une structure et en même temps installer sa fondation sur place. L'idéal pour lui, c'est de faire Mbujimayi une ville où il fait beau vivre. Nous prions pour lui, pour qu'il réalise ses grands rêves qu'il a pour tous les pays et pour tous les peuples vivants. Une rencontre en marge de la Journée internationale de l'environnement et qui scelle un partenariat entre les deux personnalités dans la matérialisation des projets liés au développement, non seulement dans les diocèses de Mbujimayi, mais aussi dans le vaste ensemble qui est l'espace Kasaï. Rendons-nous à présent dans la province de l'Équateur. L'Institut national de préparation professionnelle, INPP Mbandaka, vient de clôturer l'atelier national de pré-validation des métiers verts en République démocratique du Congo. C'était sous l'égide du gouverneur de province, Thomas Boende, nous dit Mami Etaka. Ces assises de 2 semaines ont regroupé une trentaine de participants, experts de différentes entités de l'INPP, professionnels de métiers verts, organisations non gouvernementales et des entreprises œuvrant dans le secteur de l'environnement. Dans son discours de clôture, le vice-gouverneur Thomas Boyengue a indiqué que ces assises permettront à la RDC en général et la province de l'Équateur en particulier de prévenir, maîtriser et corriger l'impact négatif et le dommage causé sur l'environnement. Les discussions enrichissantes que nous avons menées ont mis en lumière l'importance des métiers verts qui sont présentés comme la voie privilégiée si l'on souhaite concilier l'impératif économique et nécessaire de protection de l'environnement. Le sous-directeur provincial de l'INPP Chopo, Gogao David Kibalansimba, représentant du directeur technique national de l'INPP, a quant à lui justifié le choix porté à la province de l'Équateur pour la tenue de cet atelier initié par le directeur général de l'INPP, Godefroy Chimanga, afin de promouvoir le métier vert en RDC en cette période de la transition écologique et énergétique. Au cours de ces assises, les participants ont répertorié 11 filières et 74 métiers verts, en vue d'apporter un appui à la protection de la biodiversité et la création des emplois verts en RDC. Et puis, en marge de la journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression commémorée le 4 juin de chaque année, l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC a saisi l'opportunité pour échanger avec les professionnels des médias et étudiants en toile de fond l'affre de guerre que connaît son pays en établissant un lien avec la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ndolo Demazo. Lors d'une conférence marquée par des interventions poignantes, les participants ont unanimement dénoncé les agressions subies par le peuple ukrainien et congolais, appelant à une justice internationale équitable et à une solidarité active entre les nations.
Le commissaire ukrainien aux droits de l'homme a dressé un bilan alarmant de la situation depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Selon ces chiffres, 630 enfants ont été tués, 1966 blessés et 2242 portés disparus. Dans une intervention émotive, la conseillère commissaire du président ukrainien pour les droits de l'enfant et la réhabilitation infantile a établi un parallèle avec la situation en République démocratique du Congo. Elle a souligné que ce pays connaît lui aussi d'immenses souffrances. En effet, les organisations humanitaires font état d'un nombre alarmant de violences sexuelles à l'encontre de femmes et de jeunes filles lors des conflits armés. Selon les statistiques officielles congolaises, une femme est violée toutes les 4 minutes, sans compter les nombreux cas de viols collectifs. L'ambassadeur d'Ukraine a de son côté rappelé l'engagement de son pays dans les démarches judiciaires internationales. Il a salué la coopération active avec la Cour pénale internationale, la Commission spéciale des Nations Unies pour l'enquête sur la situation en Ukraine, le mécanisme de Moscou, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Un plan conjoint de prévention a été élaboré avec l'ONU pour mettre fin aux violations graves des droits des enfants en Ukraine. Le vice-gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Daramarata, appelle la population à lutter contre les déchets plastiques afin de bien assurer la protection de l'environnement. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, nous dit Nathalie Mboulakabea. Au nombre des activités retenues dans la vie d'Issiro en rapport avec la Journée mondiale de l'environnement, édition 2025, d'abord cette conférence débat organisée par le ministère provincial en charge du secteur en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement à la salle polyvalente de la résidence officielle des gouverneurs le mercredi 4 juin. Plusieurs organisations de la société civile et les étudiants y ont pris part active. Ensuite, le jeudi 5 juin, le jour de la célébration, les participants ont choisi de ramasser les déchets plastiques du marché central de Mendambo jusqu'au rond-point Patrice Emery Lumumba. Ici, après les mots du ministre provincial de l'Environnement par intérim, Didier Medouama, c'est le vice-gouverneur Christophe Daramatata qui, au nom de son titulaire, Jean Bakomi Togambo en mission, sensibilise la population sur la gestion des déchets. Ce combat contre les déchets plastiques appartient désormais à nous tous. Je vous associe pour qu'ensemble, nous puissions développer des gestes simples tels que le ramassage des déchets plastiques. De son côté, le représentant du PNID, John Wopak, rassure le gouvernement provincial de son accompagnement pour la conservation de la nature. Financé par l'agence coréenne KOICA, le PNUD Haut-Ouélé est un projet environnemental multidimensionnel pour réduire le taux de déforestation et de dégradation de forêts. Signalons qu'à l'occasion, la journée a été marquée par le plantage symbolique de quelques arbres tout autour du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le concours du Fonds forestier national et de la coordination provinciale de l'environnement. En marge de la 12e conférence des gouverneurs qui se tiendra à Kolwezi dans la province du Lualaba, le gouverneur du Maniema qui a foulé le sol de Kolwezi a été accueilli par les ressortissants de sa province vivant à Kolwezi. Regardez. C'est vendredi 6 juin 2025, le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabankobi Moïse, a atterri à Kolwezi dans la province de Lualaba, accompagné d'une délégation importante. Il se rend dans cette ville pour participer à la conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, prévue pour le 10 juin 2025 et qui sera présidée par le chef de l'État. Dès son arrivée, Moussa Kabankobi Moïse a été chaleureusement accueilli par une foule immense, composée principalement des ressortissants du Maniema vivant à Kolwezi et les différents partis politiques membres de l'Union sacrée, dont l'IDPS. L'émotion était palpable parmi les habitants qui ont exprimé leur joie de voir leur gouverneur. Le président des ressortissants du Maniema vivant à Kolwezi, Kikouni Léon Mboula, a félicité la visite du gouverneur, saluant les initiatives qu'il entreprend au Maniema. Le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté et de joie. C'est une occasion rare, étant donné la distance qui nous sépare avec de notre province d'origine. Recevoir notre gouverneur d'origine, c'est un grand plaisir, c'est un motif de joie. Mais nous voyons à distance ce qui se passe.
Et ce qui nous donne le plaisir de son gouvernement, c'est voir ce qu'il est en train de réaliser avec les moyens de bord par rapport à d'autres espaces comme ici. Nous allons avoir un bref entretien avec lui. Il vient d'être décidé qu'on se rencontre le dimanche prochain. Et pour terminer, sachez qu'ils sont venus s'imprégner du fonctionnement des installations de la radio-télévision nationale congolaise. Les élèves de l'EP1 Notre-Dame du Congo, conduits par l'abbé Benoît Tsatsa, ont visité et appris le processus de collecte, traitement et diffusion de l'information, nous dit Renette Koulonga. La RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, une entreprise publique congolaise dont la mission principale est de servir l'intérêt public. Elle diffuse des contenus informatifs, éducatifs et culturels tout en reflétant les réalités du Congo et en promouvant l'unité nationale en tant que média public. C'est dans ce cadre qu'elle a été visitée par les élèves de EP1 Notre-Dame du Congo avec leurs enseignants, conduits par les directeurs responsables, M. l'abbé Benoît Tsatsa. La visite guidée a commencé à l'ICA par la tour administrative pour chuter au studio Mamangebi de l'histoire de la chaîne mère Patrimoine public. L'accueil était vraiment chaleureux. Nous avons eu l'opportunité avec les enfants de visiter la tour administrative. Le studio est là. Un grand merci au président de la République pour avoir décrété la gratuité de l'enseignement. Un grand merci aux parents pour la confiance qu'ils ont à notre égard, qu'ils envoient les enfants qui doivent continuer à s'engager pour affronter l'université et devenir des personnes importantes dans la société. Ils n'ont pas caché leur gratitude auprès de la directrice générale Sylvie Elengue Niembo qui a donné l'accès et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir instauré la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Je remercie le président de la République de nous avoir donné cette opportunité d'avoir étudié gratuitement. Je le remercie beaucoup, il est gentil. Et je remercie aussi M. l'abbé pour cette sortie scolaire qu'il nous a donnée. Je suis très ému par la RTNC. C'est un très beau bijou. Je remercie aussi maman Sylvie Elengue Niembo. Et je pourrais dire un seul mot au président. Merci beaucoup pour tout ce qu'il fait dans notre pays. EP1 Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala, essentiellement basé d'instruire, d'éduquer et de former les élèves en leur transmettant des connaissances, des compétences et des valeurs. Découvrons ce communiqué avant de nous séparer. La régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville province de Kinshasa que son usine de traitement d'eau potable de Ngaliema sera en arrêt la nuit du samedi 7 au dimanche 8 juin 2025 suite aux travaux d'entretien de ses équipements électromécaniques. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture en eau potable dans les quartiers et communes ci-après: Ngombe, Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kasavubu, Ngiringiri, Barumbu, Bandal, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne et Joli Parc. La régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et les invite de se constituer des réserves d'eau et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 6 juin 2025, le directeur régional de Kinshasa-Ouest. Et puis, ce communiqué nécrologique avant de nous séparer. La veuve Okita Kula Kabwe Moulambwe Aziza Jeannette, ses enfants et toute la famille Okita Kula Djamba Kote Valentin ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils et frère Okita Kula Moulambwe Kanoa, survenu le vendredi 30 mai 2025 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 7 juin 2025, veillée mortuaire. Ce sera en la résidence familiale 6 avenue Nkodia numéro 4, commune de Ngaliema, référence pompage arrêt Régie des eaux Nilou. 18h messe des suffrages, 19h30 hommage alterné d'animation culturelle et religieuse. Dimanche 8 juin 2025, 8h mise en place terminée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire.
funéraire. 10 heures, levée du corps, recueillement et hommage. Dépôt des gerbes de fleurs, mot de la famille absoute par le prêtre. 12h30 à 13h, départ pour l'inhumation au cimetière de la Gombe. Bain de consommation à la résidence familiale.